à ce webinaire du CAPRES, les transitions interordres et intercycles en enseignement supérieur, regard sur la santé mentale des étudiants et étudiantes. Alors, je suis Karine Vieuxfort, la coordonnatrice du CAPRES et l'animatrice du webinaire de ce matin. L'activité est organisée par le CAPRES, qui est le consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. Créé en 2002, le CAPRES agit au regard des questions d'accessibilité, de persévérance et de réussite en enseignement supérieur, c'est-à-dire au collégial et à l'université. Avant de commencer, voici quelques informations techniques. Comme nous sommes en mode webinaire, il est normal que votre micro et caméra soient désactivés. Nous vous invitons donc à utiliser l'outil QR, questions-réponses, qui se trouve au bas de votre fenêtre Zoom pour poser vos questions aux panélistes. Sachez que le webinaire sera enregistré. L'enregistrement sera rendu disponible, tout comme les documents de présentation sur le site du CAPRES. En temps venu, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Avant de vous présenter nos 4 panélistes, je vous mentionne que les présentations se succéderont et qu'une période de questions suivra. Je vous invite donc, tout au long du webinaire, à poser vos questions dans l'outil Q&R. Je vous présente donc maintenant nos 4 panélistes. Dr Diane Marcotte est psychologue et directrice du laboratoire de recherche sur la santé mentale des jeunes en contexte scolaire à l'Université du Québec à Montréal. Dr Marcotte dirige un programme de recherche sur l'émergence de la dépression et l'anxiété pendant les transitions scolaires et élabore des programmes de prévention. Bonjour Diane. Alissa Wissamji détient un PhD en physique de l'Université McGill et un postdoctorat en mathématiques de l'Université de l'Alberta. Depuis plus de 20 ans, elle développe et implante des programmes de soutien scolaire éprouvés pour les populations vulnérables à travers le Canada. Depuis 2014, Dr Wissamji enseigne au Cégep Marie-Victorin, où elle est aussi chercheuse sur la réussite éducative des populations à risque. Ses collaborations incluent Dr Archambault, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'école, le bien-être et la réussite éducative des enfants à l'Université de Montréal, et Dr Goulet, professeur au département d'éducation et formation spécialisée de l'Université du Québec à Montréal. En 2015, Alissa Wissamji fonde le programme L'École des grands, un programme parascolaire qui soutient de manière éprouvée la réussite éducative des collégiens à risque de difficultés scolaires. En 2019, elle lance la Fondation W, une œuvre de bienfaisance pan-canadienne qui accompagne gratuitement les collèges dans l'implantation de l'École des grands. Elle reçoit enfin la mention d'honneur de l'AQPC en 2017. Bonjour et bienvenue Alissa. France Landry est psychologue en éducation au service à la vie aux étudiants de l'Université du Québec à Montréal, chargée de cours et chercheur associé au département de psychologie également à l'UQAM. Ses champs d'intérêt et de recherche sont, entre autres, les stratégies d'études, la persévérance, l'anxiété de performance, les défis des étudiants qui vivent avec un trouble du déficit de l'attention et les enjeux des étudiants au cycle supérieur. Bienvenue France. Enfin, Isabelle Scacni est titulaire d'un doctorat en administration et évaluation en éducation de l'Université Laval. Elle est également responsable du bureau d'appui de coordination, actuellement responsable du bureau d'appui de coordination de la formation doctorale et chercheur senior à la Haute École spécialisée de Suisse occidentale. Dans le cadre de ses travaux de recherche, elle s'intéresse notamment à la formation et à l'expérience des étudiants et étudiantes au doctorat, ainsi qu'aux enjeux de leur parcours professionnel. Elle fait aussi partie d'un réseau international de chercheurs et praticiens qui se penche sur la question de l'encadrement et du soutien des doctorants et doctorantes. Bonjour et bienvenue Isabelle. Alors, je laisse tout de suite la parole à notre première panéliste, Diane Marcotte, pour sa présentation. Et j'invite encore les participantes à poser vos questions tout au long du webinaire dans l'outil Q&R et aussi à vous identifier si possible, donc indiquer votre nom, mais aussi votre titre professionnel et votre établissement d'appartenance. Ça nous permettra de mieux contextualiser les questions à poser aux panélistes. Merci et bon webinaire. Alors, merci beaucoup, Karine. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Et si vous souhaitez plus d'informations sur mes travaux de recherche, je vous inviterai à consulter mon site web qui est www.labomarcotte.ca. Voilà, alors aujourd'hui, je vous parlerai de la période des 18-29 ans que Arnett a appelé les adultes émergents, donc nos jeunes qui quittent le secondaire pour entrer aux études supérieures, au collégial ou à l'université, traversent une période de liberté, de possibilités, mais aussi d'instabilité. Je vous parlerai des
iGen, la nouvelle génération des jeunes qui vivent avec une relation très étroite avec leur iPhone ou leur téléphone intelligent. Je vous parlerai aussi de l'importance d'innover, de faire de la prévention, de ne pas s'en tenir seulement à des interventions individuelles, mais d'ouvrir nos interventions à un spectre plus large et de l'importance d'évaluer nos interventions et du programme Zen-Études Vivre sainement la transition aux études supérieures. Alors, Arnett a proposé que la période de 18-29 ans, c'est pas seulement un entre-deux entre l'adolescence et la vie adulte, c'est un stade de développement propre qui a ses caractéristiques, qui est le stade de l'adulte émergent. Donc, avec plein de possibilités, avec plein d'optimisme, tout est possible. On peut choisir son mode de vie, on peut choisir, faire beaucoup de choix dans la vie, mais avec les stress qui sont aussi reliés. Le stress de choisir son programme scolaire, avec la très grande diversité des choix qui s'offrent aux étudiants actuellement, le stress de choisir ses valeurs, d'avoir à se séparer des parents, d'avoir à s'éloigner, de devenir plus autonome au plan financier. Donc, une très belle période qui sera traversée pour l'ensemble des jeunes de façon très positive. Mais un petit nombre d'entre eux auront besoin de support et également pour un petit nombre d'entre eux, ce sera l'émergence de problèmes de santé mentale. Alors, je vous parle des travaux d'une chercheure américaine qui s'appelle Twenge, qui a proposé l'existence d'une nouvelle génération chez nos jeunes qui sont nés à partir de 1995, donc qui arrivent au cégep, à l'université, aux études supérieures actuellement. Elle propose 10 caractéristiques qui caractérisent ces jeunes-là. Je ne parlerai pas des 10 caractéristiques, mais simplement vous dire que, d'une part, ce sont des jeunes qui ne sont pas très pressés d'arriver à l'âge adulte, même d'arriver à l'adolescence. Ce sont des jeunes qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone intelligent. Ce sont des jeunes qui ont de moins en moins de contacts réels de personne à personne et malheureusement, ce sont des jeunes chez qui on constate une augmentation des problèmes de santé mentale, notamment des symptômes de dépression et d'anxiété. On pense dans ce contexte aux données de ACHA, American College Health Association, avec son pendant canadien, NCHA, National College Health Association, dont les données sont souvent citées, notamment une hausse qui est passée d'environ 22% à au-delà de 40% de jeunes qui ont relaté s'être sentis trop déprimés pour bien fonctionner à l'école dans les dernières années, donc une augmentation très importante. Notez ici que l'augmentation n'est pas seulement chez les étudiants, mais chez l'ensemble des adultes émergents des jeunes. Donc, ce sont des jeunes qui se sentent plus seuls. On a identifié un phénomène qui s'appelle FOMO, Fear of Missing Out. Ce sont des jeunes, puis on peut penser dans le contexte de la pandémie actuellement que ce phénomène-là, ce sentiment de solitude pourrait être exacerbé. En même temps, on fera attention de ne pas inférer toutes sortes de changements comme étant dus à la pandémie, puisqu'actuellement, d'abord, on n'est pas encore sorti de cette pandémie-là. La lumière est présente au bout du tunnel depuis quelques jours, je dirais, mais ça va nous prendre des études rigoureuses qui vont comparer le avant et le après avant de se positionner. Mais ceci dit, on peut penser que le sentiment de solitude a pu être accentué chez certains jeunes dans cette dernière génération-là, mais également dans le contexte actuel. Donc, des jeunes, le phénomène Fear of Missing Out, ce sont les jeunes qui font beaucoup d'utilisation des médias sociaux, constatent qu'une amie, un ami a posté quelque chose sur son Facebook disant qu'il y a eu une fête, qu'il y a eu un party. L'adolescente ou la jeune adulte qui n'a pas été invitée va l'interpréter comme « Oh mon Dieu, je suis la seule qui n'a pas participé à cette activité-là ». Et cette consultation très fréquente des médias sociaux peut amener les jeunes à avoir l'impression qu'ils ne participent pas à des activités sociales plaisantes et qu'ils sont plus seuls que les autres jeunes. Ce sentiment de solitude a augmenté beaucoup chez cette
dernière génération-là, de 2011 à 2015, on parle de 31% d'augmentation chez les adolescents et de 22% chez les jeunes adultes, particulièrement chez les filles, une augmentation encore plus présente de 48%, alors qu'elle est de 27%, qui est quand même beaucoup chez les garçons. On note ici également, si vous voyez à partir d'à peu près 2011, le moment où ces jeunes sont devenus adolescents, une chute très importante des contacts réels en personne avec les autres personnes. Pourquoi ces jeunes-là ont un très grand sentiment de solitude? Pourquoi ils se sentent déprimés et anxieux? Il y a différentes hypothèses qui ont été vérifiées. Est-ce que on pourrait attribuer ça à une plus grande pression académique? Bien, il semble que non, parce que quand on a regardé, par exemple, dans les dernières années, de 2012 à 2016, est-ce que c'est parce que les jeunes doivent passer plus de temps à étudier, que les cours sont plus difficiles? Bien non, il semble que ces jeunes ne passent pas plus de temps à faire des devoirs que les générations précédentes. Et encore plus, on a même constaté que les jeunes qui étudient plus seraient même moins déprimés. Donc, le fait d'étudier ne serait pas corrélé à la dépression. Est-ce que c'est parce qu'ils ne font pas suffisamment d'exercice physique? Bien, parce que vous savez, l'exercice physique est négativement corrélé à la dépression. Autrement dit, c'est un bon facteur de protection contre la dépression. Mais ça ne semble pas une hypothèse retenue parce que nos jeunes font autant d'exercices physiques, autant de sport qu'ils en faisaient avant. Donc, ça ne semble pas être le facteur non plus. Manque de sommeil? Possiblement manque de sommeil, parce que le téléphone est à côté, est sur la table de chevet pendant la nuit et cette petite lumière bleue qui s'allume tard le soir peut les inciter à aller vérifier, quel est ce texto ou ce courriel ou ce chat qui vient de rentrer. On constate que de plus en plus de jeunes ont moins de 7 heures de sommeil par nuit. Donc, ce serait un élément important à considérer qui serait associé, on sait que le manque de sommeil est associé à la dépression, donc ce serait un élément important. Trop de temps d'écran et manque de contact interpersonnel, oui, certainement que ce facteur-là. Le temps d'écran a augmenté, le temps de contact interpersonnel a diminué et la dépression a augmenté. Une autre possibilité qui a été proposée, c'est est-ce que ce sont des jeunes qui manqueraient d'indépendance? Quand on demande à ces jeunes-là, et j'ai fait le test avec mes jeunes à l'université dans mes cours, quand vous étiez adolescent, est-ce que vous vous entendiez bien avec vos parents? Et curieusement, ils s'entendaient très bien avec leurs parents. Donc, ce sont des jeunes qui ont de très bons parents, qui s'entendent bien avec. Ce sont des jeunes qui retardent certaines tâches qui mènent à l'indépendance. Notamment, ils vont chercher leur permis de conduire plus tard que d'autres. Ils auraient moins d'emplois aussi que la génération précédente. Et on a posé l'hypothèse, est-ce que ces jeunes qui grandissent avec des parents qui seraient possiblement surprotecteurs n'auraient pas l'occasion de développer des facteurs de résilience, des facteurs de protection qui leur permettent de se sentir plus autonomes? Alors, qu'est-ce qu'on propose pour cette nouvelle génération? Bien, limiter le temps de jeu, le temps d'écran, bien sûr. Passer moins de temps sur son téléphone, faire attention pour avoir des contacts interpersonnels réels, avoir un bon temps de sommeil, faire de l'exercice, faire des passe-temps qui ne sont pas sur des médias sociaux et il faut également augmenter les services qu'on offre à ces jeunes-là et intervenir en amont, avant que n'émerge la dépression, avant que la dépression s'installe. Et c'est ici que nous, on propose le programme Zénétude, Vivre sainement la transition au collège ou à l'université. La version anglophone de Zénétude va sortir au mois d'août cette année. Donc, Zénétude, c'est un programme de prévention de l'anxiété et de la dépression pour faciliter la transition aux études supérieures, au collège ou à l'université. Donc, ce qu'on propose, c'est une intervention qui est multiniveau. Multiniveau, donc, on essaie de désengorger des services spécialisés individuels ou des services de crise pour faire une intervention en amont. Donc, on débute avec un volet 1 qui est implanté par les enseignants. Donc, on a fait un sondage d'ailleurs avant de développer Zénétude pour constater que les enseignants sont perçus très positivement par les jeunes. C'est une très, très grande majorité
de collégiens qui pensent que les enseignants ont du souci pour eux et qui évaluent que la relation élève-enseignant, elle est très importante. Donc, dans le volet 1, les enseignants aident les jeunes à reconnaître les symptômes d'anxiété et de dépression, à reconnaître est-ce que j'ai besoin d'aller consulter un professionnel ou non, à reconnaître les stress associés à la transition vers les études supérieures, à développer certaines stratégies de prévention de la dépression et de l'anxiété, comme par exemple d'avoir un horaire de vie équilibré, de ne pas éviter les situations anxiogènes, mais plutôt d'apprendre à s'y exposer, de s'interroger sur son choix vocationnel notamment. Les participants au volet 1 participent également à un processus de sélection et ceux qui présentent plus de symptômes d'anxiété ou de dépression sont référés vers les volets 2 ou 3 du programme où on propose une intervention qui est qui est plus importante. Volet 2, 2 ateliers ponctuels, un sur la dépression, un sur l'anxiété. Et volet 3, une intervention qui est plus importante, 10 rencontres d'une durée d'environ 1h30 offertes par 2 professionnels en santé mentale. Notamment ici, j'ai indiqué 1h15, on prévoyait 1h15 pour le volet 1, mais dans la version qu'on a mis un peu plus à jour en anglais, on propose plutôt 1h30 parce qu'on s'est rendu compte que dans 1h15, c'était difficile d'arriver à réaliser toutes les activités du programme. Alors, on propose 15 composantes qui sont présentes selon le volet, selon que le volet est offert par des professionnels ou par l'enseignant en classe. Et on touche les composantes qui ont été recensées comme étant associées à la dépression ou à l'anxiété ou qui étaient inclus dans des programmes de prévention de l'anxiété, de la dépression ou du décrochage scolaire chez les étudiants de niveau postsecondaire. Voilà. Alors, je vérifie mon temps. Donc, on a implanté une étude, implanter de nouvelles pratiques, des pratiques novatrices, c'est très important, mais c'est important aussi de les évaluer, nos nouvelles pratiques. On ne peut pas simplement implanter des pratiques de façon intuitive sans s'assurer que les sous, entre autres, qu'on investit dans l'implantation de nouvelles pratiques nous permettent de vraiment atteindre nos objectifs et de diminuer la détresse chez les jeunes qui sont visés par ces nouvelles pratiques-là. Donc ici, les articles qu'on a publiés pour valider une étude. Dans une première étude qui a été publiée dans Journal of American College Health en 2020, on a d'abord des premiers résultats qui sont intéressants, qui nous permettent de confirmer que les étudiants qui ont participé au volet 3 présentent une diminution des symptômes de dépression qui est significativement plus importante que chez les jeunes qui étaient dans le groupe de comparaison, dans le groupe contrôle, si on peut dire. De même, pour l'anxiété, on a une diminution des symptômes qui est présente en comparaison au groupe de comparaison. Donc, ça, c'est des résultats, des premiers résultats qui ont été intéressants. Ensuite, depuis 2018 jusqu'à 2021, on termine à peine une étude évaluative plus d'envergure où on évalue chacun des 3 volets. J'en profite pour remercier nos partenaires. Je prends, même si ça prend du temps, je prends le temps de remercier le Cégep de Gaspésie-les-Îles, celui de la Pocatière qui travaille avec nous depuis les 3 dernières années, l'Institut de technologie agroalimentaire qui est associé au Cégep de la Pocatière qui s'est joint à l'étude cette année, les cégeps, les plus gros cégeps, Trois-Rivières et Terrebonne qui travaillent avec nous depuis maintenant 2 ans, et les cégeps de Lévis et le Collège André-Grasset qui ont fait une petite incursion dans cette recherche pour une période d'1 année. Donc, les résultats préliminaires, ce que ça nous donne d'intéressant, c'est que déjà auprès de 2200 étudiants qui ont participé au premier volet, on peut constater qu'il y a développement des connaissances, il y a un apprentissage qui se fait sur les connaissances en lien avec la dépression, avec l'anxiété. Puis quand j'indique pour tous, c'est qu'on a contrôlé, est-ce que le programme fonctionne juste pour les garçons, juste pour les filles, juste pour les collégiens, les plus jeunes, et on arrive à une belle confirmation du volet universel du programme, puisque le programme fonctionne autant avec
les garçons, les filles, ceux qui ont un bon rendement scolaire, ceux qui ont un rendement scolaire plus faible, ou ceux qui viennent d'une famille avec des parents plus scolarisés, moins scolarisés, ou qui consacrent plus ou moins de temps à leurs études. Donc, vraiment, un volet universel. Fait intéressant, c'est que les données préliminaires nous disent que le programme serait peut-être encore plus efficace chez les jeunes qui n'habitent plus chez leurs parents. Les utilisateurs du programme l'apprécient. C'est plus des 2/3 des jeunes qui nous disent qu'ils ont aimé participer au programme. Et l'ensemble des enseignants qui ont utilisé le programme nous ont dit que le programme répondait bien aux besoins des jeunes. Pour ce qui est du troisième volet, également aussi, il répond bien au caractère de prévention dans le sens d'être efficace autant avec les garçons, les filles ou les jeunes qui viennent de milieux plus favorisés ou non. Et à ce jour, nous avons testé avec l'arrivée de la pandémie l'utilisation d'un mode virtuel plutôt qu'un mode en présence et ça semble quand même assez bien fonctionner. On va continuer de vérifier l'effet du mode d'implantation, mais ça semble quand même assez bien fonctionner jusqu'à présent. Au niveau du dépistage, bien, on a eu des taux qui sont assez similaires pour les 3 années. Donc, il ne semble pas que nous ayons dépisté plus de garçons et filles qui étaient suffisamment déprimés ou anxieux pour nécessiter une intervention pendant cette 3e année de pandémie que pendant les années précédentes. Donc, je m'arrête ici parce que j'ai probablement atteint mon 15 minutes, Karine. Alors voilà, merci beaucoup. On se retrouve tantôt pour la période des questions. Merci beaucoup, Diane, de lancer le bal de ce webinaire avec cette excellente présentation. Alors, je laisse tout de suite la parole à Alisha Boussamji. Et ton micro est fermé, Alisha. Oui, merci. Donc, merci au CAPRES pour l'invitation, puis merci à Diane pour la belle présentation. Je vais faire du pouce sur tout ce que tu as dit au niveau des pratiques novatrices et de l'évaluation de ces dernières. Donc, je vais vous parler des facteurs de protection, de la résilience académique et de la réussite éducative. C'est des travaux qui sont basés, en effet, avec mes collaborateurs là, de l'Université de Montréal, Isabelle Archambault, et de l'UQAM, Mélissa Goulet. J'ai aussi Tachune, qui est médecin, fellow en soins intensifs, et tout le reste, c'est mes anciens étudiants qui sont rendus à l'université, avec qui on travaille là-dessus. Donc, je vais vous parler un peu du contexte, pourquoi on fait un programme là, qui s'appelle l'École des grands et qui semble soutenir la réussite éducative des étudiants à risque de difficultés scolaires et des hypothèses qu'on a pour pourquoi ça marche, ce programme-là aussi. Donc, le contexte au collégial, selon les données du SRAM 2020, dans le fond, le taux d'obtention d'un DEC, donc d'un diplôme d'études collégiales, au terme de la durée minimale du programme, qu'il soit technique ou préuniversitaire, est d'en bas de 30 %, donc 27,5 %. Et si on regarde le taux d'obtention d'un DEC 2 ans après la durée minimale, il est à 59 %. Et ce taux-là, de 2 ans après la durée minimale, stagne depuis les 15 dernières années, en bas de 60 %. D'où l'importance de mettre en place des programmes d'intervention efficaces qui soutiennent la réussite éducative des collégiens à risque. Et je vais définir c'est quoi un collégien à risque là, pour cette présentation-ci dans quelques minutes. Donc, on va mettre un programme qui s'appelle, en fait, depuis 2015, on déploie un programme dans certains collèges au Québec et à l'extérieur du Québec qui s'appelle l'École des grands, dont la vision, c'est de prévenir et réduire la pauvreté par l'éducation. La mission de l'École des grands, c'est de contribuer à l'égalité des chances et de donner aux populations vulnérables un réel accès à la réussite éducative en utilisant comme levier l'expertise, les infrastructures et l'engagement social du réseau collégial. On implante ce programme-là dans les milieux, dans les milieux défavorisés particulièrement, où il y a des écoles primaires en milieu défavorisé, des très hauts taux de décrochage scolaire au secondaire. Et un des objectifs du programme, c'est de prévenir le décrochage scolaire au secondaire. Donc, on va travailler avec les élèves du primaire qui seraient vulnérables. Un deuxième objectif, et le principal de ce programme-là, c'est de soutenir la réussite éducative des étudiants collégiales, particulièrement celles à risque de difficultés scolaires. Donc, c'est quoi le programme de l'École des grands? Donc, on identifie les écoles primaires
les plus défavorisés au Québec ou dans les provinces, on sélectionne des élèves qui seraient à risque de décrochage scolaire pour le secondaire en fonction de leur note générale. On les amène au cégep ou au collège le samedi matin, où ils sont attendus par des étudiants du collégial issus de tous les programmes, de tous les profils et particulièrement de tous les rendements scolaires. Le samedi matin, les élèves du primaire vont recevoir de l'aide aux devoirs de la part de leurs mentors collégiens, de l'aide aux devoirs en français et en mathématiques. Ils vont aussi vivre des expériences d'éveil en sciences et de programmation informatique dans les laboratoires du collège. Qu'est-ce qu'on note? C'est une augmentation des notes au primaire, donc du rendement scolaire comparé à un groupe contrôle. Donc, les élèves qui participent à l'école des grands augmentent leurs notes en français, maths et en sciences. On va offrir un petit déjeuner parce qu'on est quand même en milieu défavorisé, puis plusieurs arrivent le ventre vide. Le programme est gratuit pour tous les participants. Au collégial, ce qu'on va voir, c'est une augmentation de la réussite éducative, de la résilience académique, et les mentors ont droit à la mention d'engagement étudiant. Et je veux vous montrer là, ces impacts-là, en fait, sur la réussite éducative. Donc, le terme réussite éducative a été défini depuis 1995 par le Conseil supérieur de l'éducation comme étant une réussite personnelle, sociale et professionnelle. Sauf qu'il n'y a jamais personne qui a étudié l'ensemble des indicateurs menant à la réussite éducative au collégial. Jamais personne au Québec, ni à l'extérieur, en fait. Donc, avec mon équipe de recherche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le modèle de Skinner-Belmont de réussite éducative, qui définit la réussite éducative comme un processus, en fait, et on a mesuré chacun de ces indicateurs-là sur les étudiants au collégial. Donc, je vous explique, là. On a regardé comment est-ce qu'un contexte, qui est celui de l'école des grands, qui est celui de ce programme parascolaire-là, dans le fond, comment est-ce que ce contexte, par sa structure, son demande d'implication, son soutien à l'autonomie de l'étudiant, développe ou non les facteurs de motivation scolaire qui sont le sentiment de compétence, d'appartenance et d'autonomie de l'étudiant. Et si ces facteurs-là sont allumés ou non, bien, comment est-ce que ça allume ou non les sentiments d'engagement, de désengagement chez les étudiants et comment est-ce que ça résulte dans le développement de compétences, d'habileté et de persévérance, en fait. Donc, c'est vraiment un processus. On a mesuré l'ensemble de ces indicateurs-là et dont l'aboutissement de ce processus, c'est la réussite scolaire, dans le fond. Mais on voit ici que la réussite scolaire n'est juste qu'un élément de cette réussite éducative-là. Alors, c'est quoi l'impact au collégial chez les étudiants au collégial du programme L'École des grands? En rose, vous avez les participants au collégial qui ont participé à l'École des grands. Vous avez deux groupes contrôle, un groupe en vert, un groupe en bleu. Et le temps 1, c'est le début de la session, donc avant que l'École des grands commence. Le temps 2, c'est la fin de la session, donc après que l'École des grands soit terminée. Le groupe en vert, c'est des étudiants au collégial non impliqués dans des activités de la vie étudiante qui mènent à la mention d'engagement étudiant. Le groupe en bleu, c'est des étudiants au collégial impliqués dans une activité de la vie étudiante qui mène à la mention d'engagement étudiant. On peut parler, exemple, de sport-études, de défi Pierre Lavoie, etc. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'au niveau de la motivation intrinsèque, les étudiants collégiales qui ont participé à l'École des grands comme mentors, donc ceux en rose, ont augmenté de façon statistiquement significative leur motivation intrinsèque par rapport aux deux groupes contrôle. Puis là, vous pourriez me dire, oui, mais tes étudiants qui s'impliquent sont déjà plus motivés que les deux groupes contrôle, et vous auriez complètement raison. Fait qu'on s'est penché là-dessus, puis on est allé voir, en fait, qu'est-ce qui se passe, particulièrement chez les étudiants à risque de difficultés scolaires au collégial, qui s'impliquent dans ce programme-là, l'École des grands. Et donc, voici ce qu'on a trouvé pour une étude de 2 ans dans 2 cégeps chez les étudiants à risque. On voit que leur motivation intrinsèque, des étudiants en rose, donc les mentors de l'École des grands, a augmenté de façon statistiquement significative, alors que la motivation intrinsèque était plus faible que les deux groupes contrôle, qui, eux, ont diminué. Donc, ces deux groupes contrôle avec des étudiants à risque aussi. Comment est-ce qu'on a défini le risque ici? C'est qu'on a regardé leur moyenne générale au secondaire. Et on s'est dit, qui est rentré au collégial avec une moyenne générale en bas de 70%. La littérature nous dit que c'est des étudiants qui seraient à risque proximal, donc d'échec scolaire précoce, qui font en sorte qu'ils ont des facteurs de risque pour la suite de leurs études. Et donc, c'est vraiment un groupe expérimental et 2 groupes contrôle d'étudiants à risque. Donc, c'est un sous-échantillon au sein de notre échantillon principal. Par la suite, les étudiants à risque qui ont participé à l'École des grands, on voit qu'ils ont augmenté de façon statistiquement significative leur engagement comportemental dans les études versus les 2 groupes contrôle. Et on voit qu'ils ont augmenté leur sentiment d'autonomie dans les études versus les 2 groupes contrôle qui tentent à diminuer ces indicateurs-là en cours d'année, en cours de session.
Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est qu'il y a une amélioration de la réussite éducative des étudiants à risque de difficultés scolaires au collégial suite à ce programme-là. On a refait l'étude juste avant la pandémie dans 4 cégeps maintenant, 2 en région, 2 à Montréal, un gros, un petit en région, un gros, un petit à Montréal. Donc, il y a près de 800 étudiants qui ont participé à cette étude-là. Et ce qu'on voit, c'est que chez les mentors de l'École des Grands, donc en rose, les étudiants ont diminué un peu leur attachement à l'institution en cours de session, mais les étudiants qui étaient engagés au collégial dans des activités de la vie étudiante ont diminué de façon statistiquement significative leur attachement à l'institution versus la diminution qu'on a vue chez le groupe expérimental. Et la perception de compétence du groupe des mentors de l'École des Grands a augmenté alors que celle des étudiants engagés au collégial dans une activité de la vie étudiante autre que l'École des Grands, qui mène à la mention l'engagement étudiant, elle a diminué. Alors, mais pourquoi ça marche? En fait, on s'en allait publier ça là, avec l'équipe de recherche en 2019, puis on s'est arrêté, puis on s'est demandé pourquoi ça fonctionne, tout ça. Et ce qu'on a vu, c'est, on est allé regarder dans la théorie du risque et de la résilience. Le concept de risque, en fait, tire son origine de la médecine. Et il nous explique comment est-ce que l'exposition d'un individu à un ou plusieurs facteurs de risque ou conditions néfastes peut augmenter les chances de l'individu de vivre des conditions défavorables. Un exemple classique en médecine, c'est comment est-ce que le surpoids, la pression artérielle, la consommation de tabac et le style de vie sont des facteurs de risque pour une crise cardiaque, mettons. Bien, le concept de risque a été adapté au mode de l'éducation. Et dans le milieu de l'éducation, le risque, il est soit distal ou soit proximal. Risque distal, ça affecte indirectement la réussite de l'élève. Et là-dedans, des exemples de risques distaux, c'est toutes les variables démographiques. Donc, on parle ici d'étudiants à statut socio-économique faible, de faire partie d'une minorité visible, de venir d'une famille monoparentale. Tout ça, c'est des risques distaux. Alors que dans les risques proximaux, ce serait des risques qui précipitent directement les conséquences adverses futures. Et dans la littérature, on fait référence ici à des sous-performances scolaires précoces. Je vous donne des exemples ici très concrets. Un élève au primaire qui double plusieurs années, c'est une sous-performance scolaire précoce. Échouer des cours au début du secondaire, donc sous-performance scolaire précoce. Ici, ce que nous, on va s'intéresser dans le contexte collégial, c'est les étudiants au collégial, mais qui arrivent avec des moyennes générales au secondaire en bas de 70%, donc sous-performance scolaire précoce. On va vraiment focuser sur risques proximaux. Donc, quand je vous parle d'étudiants à risque, c'est des étudiants qui arrivent avec des moyennes générales au secondaire en bas de 70% et donc qui ont un risque proximal. La théorie de la résilience, ça tente d'expliquer pourquoi certains étudiants présentant ces facteurs de risque académique réussissent mieux qu'escompté à l'école, en fait. Et donc, il y a plusieurs définitions de la résilience. Là. Une qui est bien établie dans la littérature, c'est, dans le fond, une mobilisation des ressources internes et externes menant à l'adaptation réussie, à un fonctionnement positif et au développement de compétences, malgré la présence de facteurs de risque importants, de stress chronique ou de trauma sévère ou prolongé. Donc, dans la théorie de la résilience, bien, vous avez tout un volet là, de pensée, une école de pensée qui dit que la théorie de la résilience, en fait, appartient à l'individu, elle est propre à l'individu, et l'autre qui dit qu'elle est acquise par l'individu, donc par son environnement, par ses expériences. Et nous, on va vraiment focuser sur cette théorie-là ici, ou sur cette école de pensée-là, qui dit en fait que l'environnement de l'étudiant non seulement peut être source de facteurs de risque, mais aussi de facteurs de protection menant au développement de la résilience. Et c'est là-dessus que nous, on peut avoir un effet en tant que programme parascolaire ou en tant que prof ou en tant qu'institution scolaire aussi. Et donc, c'est quoi ces facteurs de protection-là que l'environnement peut mettre en place autour de l'élève pour développer la résilience? Bien, il y en a 9 principaux. Des facteurs de protection qui développent la résilience académique. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ça a été notre hypothèse pour tenter de comprendre pourquoi l'École des Grands augmente la réussite des élèves à risque de difficultés scolaires. C'est parce qu'il a ces facteurs de protection-là, donc je veux vous en parler. Les facteurs de protection qui mènent à la résilience académique, principalement, c'est le développement de compétences sociales, la capacité de résoudre des problèmes, de développer leur autonomie, quand le milieu a des attentes positives élevées envers l'étudiant, quand l'étudiant a une opportunité de s'impliquer dans son environnement,
quand l'étudiant a un sentiment d'agir pour une cause et vers un futur, quand il y a la présence de soutien, quand il développe des relations attentionnées et quand il est engagé. Et ici, en termes d'engagement, on va parler vraiment d'un engagement dans les activités de la vie étudiante, mettons. C'est ce qui développerait la résilience académique. Alors, ces 9 facteurs de protection-là, c'est comme la recette, là, dans le fond, qu'on veut tenter d'avoir dans nos pratiques de la vie de tous les jours, qu'on enseigne à distance ou en présentiel ou qu'on développe des activités pour un collège. C'est connu dans la littérature que ça développe la résilience académique. Et donc, notre hypothèse qu'on formule, c'est que la présence de ces facteurs de protection-là au sein d'un programme comme l'École des grands développe la résilience académique et c'est ce qui nous permettrait de s'expliquer pourquoi est-ce que les étudiants qui participent à ce programme-là développent leur réussite éducative de façon statistiquement significativement plus élevée que les 2 groupes contrôle. Donc, l'École des grands, par cette présence-là de facteurs de protection, développe la réussite éducative. Alors, l'École des grands, ben, on est un peu partout au Québec, là, puis on fait une expansion pan-canadienne. Donc, on est au Cégep Marie-Victorin. Je les remercie, j'en profite pour remercier tous nos partenaires aussi. Donc, Cégep Marie-Victorin, Cégep de Maisonneuve, Cégep de Joliette, Cégep de Gaspésie-des-Îles, Collège André-Grasset, Montmorency. Et on a Cégep de Rosemont et Trois-Rivières qui vont se joindre à nous dès l'année prochaine. Et on est en discussion, entre autres, avec Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, je vous salue, et de plusieurs autres collèges au Québec aussi pour tenter de voir si ça peut aider à soutenir la réussite éducative des étudiants particulièrement à risque lors de ce retour vers la nouvelle normale l'année prochaine. Alors voilà, je vous remercie et je vous cède la parole. Merci beaucoup, Alisha, pour cette super présentation sur l'École des grands. J'invite les participantes au webinaire à poser vos questions, Alisha, dans soit le clavardage, mais je dirais de manière plus favorable dans l'outil QR au bas de votre fenêtre Zoom. Alors, je passe la parole à France Landry maintenant. France, ton micro est désactivé. Mais le partage d'écran fonctionne. Le partage d'écran fonctionne, mais bon, il y a toujours des petits glitches. Donc, merci pour l'invitation. Merci aussi pour les 2 premières présentations. Il y a des liens qui se font dans tout le parcours des étudiants. Pour ma part, je vais vous parler surtout des étudiants universitaires, principalement les étudiants au cycle supérieur, donc maîtrise et doctorat, et d'un outil pour mieux évaluer les défis auxquels ils font face durant leur parcours. Mais avant, quand même, quelques mots pour les étudiants du baccalauréat qu'on n'oublie pas, évidemment. Donc, il y a eu une augmentation. Si on regarde au niveau de Statistique Canada, entre 2000 et 2018, il y a eu une augmentation de 29% des jeunes de 20 à 24 ans qui fréquentent les études postsecondaires. Au Cégep, c'est une augmentation pas au Cégep, mais au Québec, c'est une augmentation de 34% environ. Ça correspond là, à peu près à 300 000 étudiants au Québec qui fréquentent l'université, puis à peu près 200 000 au Cégep, je crois. Donc, je ne sais pas pour vous, mais bon, avec mon chapeau d'intervenante, dans la dernière année, qui a été une année, on le sait, très, très particulière, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants, soit en groupe, soit en rencontre individuelle. Et pour ceux qui débutaient un programme en temps de pandémie, pour ceux qui commençaient une maîtrise, un doctorat, les défis, les enjeux auxquels ils ont été confrontés cette année, mais qui reflètent aussi ce qu'on retrouve là en temps plus normal, c'était beaucoup lié à leur engagement. Alisha vient de parler là, de ce facteur de protection-là, d'être engagé. Souvent, c'était nommé par les étudiants comme « je suis démotivée », j'ai beaucoup de... Moi, je le voyais beaucoup comme une démobilisation. Donc, mon programme m'intéresse encore, mon sujet, mon parcours, mais je me sens désengagée. J'ai perdu mes points de repère et il y avait un impact important. Moi, comme psychologue en éducation, ce que je voyais, ça avait un impact important sur leur santé psychologique parce qu'ils ne se sentaient plus engagés dans leur projet. Ce qui nous fait réaliser comment cet engagement-là est important comme facteur de protection. Dans une enquête qui date un petit peu, là, mais qui était aussi au niveau
des étudiants du secondaire ont démontré un peu qu'ils faisaient le lien entre l'engagement et la poursuite des études. Donc, les jeunes du secondaire qui étaient engagés sur le plan académique, mais aussi sur le plan social, avaient une probabilité plus grande d'aller aux études collégiales et universitaires. Et il y a une étude américaine un petit peu plus récente qui nous dit que ce qui semble influencer la satisfaction. Donc, on parlait aux étudiants de première année dans leur transition et ce qui avait plus d'influence sur leur transition, c'était le rapport avec le personnel de l'université. Oui, les professeurs, mais aussi nous, les intervenants, les professionnels, le personnel de soutien qui ont un impact, la nature de leur programme, évidemment, mais aussi le sentiment d'appartenance. Et c'est ce qui nous amène à nous questionner, nous les intervenants dans les institutions, comment on peut contribuer par nos interventions à cette appartenance, ce sentiment d'appartenance-là et à cet engagement. Et cet engagement-là est d'autant plus présent au cycle supérieur, parce que dans la majorité des programmes de cycle supérieur, ils sont conçus aussi avec un projet de recherche qui est à développer, à évoluer. C'est souvent un projet de recherche auquel ils tiennent, ils arrivent parfois avec une question, parfois c'est lié à leur milieu de travail, parfois c'est intérêt pour un sujet. Donc, c'est un projet qu'ils doivent porter, dans lequel ils doivent s'engager, qui est multifacette, qui est différent de « je suis un cours et j'obtiens une note au bout ». Donc, ça est très différent. En quoi les étudiants de maîtrise doctorat sont-ils différents des étudiants de premier cycle? Bien, on le voit au niveau de l'âge, au niveau de leurs ressources financières, au niveau de la situation matrimoniale, au niveau de leur citoyenneté. Si on regarde là, avec un exemple du réseau de l'UQ, puis je vous invite à aller lire l'avis scientifique qui a été fait sur les leviers de la réussite au cycle supérieur, on parle que l'âge d'entrée au cycle supérieur, c'est 34 ans. 70% sont en emploi, donc c'est une grande majorité, 59% des femmes et 40% ont des responsabilités familiales. Donc évidemment, les enjeux, les défis auxquels ils font face, notamment dans l'engagement de leur projet, est différent souvent des étudiants de premier cycle. Donc je me suis amusée un peu à décortiquer à quoi ressemble un parcours au cycle supérieur. Donc on est admis, on a à choisir un directeur, parfois une co-direction. On a un cursus académique qui est souvent sous forme de séminaire dans lequel je dois lire, je dois avoir une pensée critique, je dois présenter, je dois développer un projet de recherche, faire une collecte de données, s'intéresser à l'aspect éthique de notre collecte de données. On a tout un apprentissage au niveau de la rédaction scientifique, comment on écrit un texte dans le style, comment on va chercher des sources fiables. Souvent, on va faire nos premières conférences, nos publications, des demandes de subventions. Ensuite, bon, il y a le dépôt, les corrections, comment est-ce qu'on gère la critique aussi par rapport à nos textes, par rapport à notre recherche, la soutenance, le dépôt et soit la poursuite au doctorat pour ceux qui sont à la maîtrise, au postdoctorat ou l'accès à la carrière. Fait que je me suis amusée à voir quels sont les motifs de consultation en soutien, soit en soutien à l'apprentissage ou en soutien psychologique. Et ce que j'ai remarqué, parce que dans les dernières années, j'ai surtout vu des étudiants de cycle supérieur, donc l'aspect adaptation, comment je m'adapte à cette culture-là qui est différente au cycle supérieur, qui est la culture scientifique, avec laquelle on fait des apprentissages différents. L'anxiété de performance qui est éminemment présent et le fameux sentiment d'imposteur. Donc, pour des étudiants qui sont au cycle supérieur, ce sont des étudiants qui sont très performants. Ils se retrouvent dans des laboratoires, dans des groupes d'étudiants performants. Ils côtoient des doctorants qui sont en fin de parcours, des chercheurs, des professeurs de façon plus étroite et souvent ressentent un décalage et ont l'impression de tout d'un coup de ne plus rien savoir et ils se sentent souvent très dépassés en cours de route. Les aspects de communication interpersonnelle, que ce soit avec leur directeur, que ce soit dans leur nouveau milieu, l'isolement. Pour certains étudiants au cycle supérieur, leur sujet peut être très pointu. Parfois, on peut d'étudiants autour d'eux avec qui ils peuvent échanger, donc ils vont se sentir isolés de par leur sujet parfois.
Donc, la motivation, comme c'est un projet qui est de longue haleine, donc la motivation peut faire des vagues. Pour ceux qui doivent gérer avec la conciliation, mais il y a des défis supplémentaires en cours de route, donc financiers, etc. Donc, découragement, perte de sens en cours de route et insécurité face à l'avenir. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un doctorat qu'on a un poste assuré. Souvent, les doctorants, puis je sais qu'Isabelle va en parler plus longuement, mais c'est 30-35% des doctorants qui ont une carrière académique par la suite. Donc, pour les autres, de réfléchir où est-ce que je vais me trouver, où est-ce que je vais valoriser les apprentissages et les études que j'ai faites. Donc, il y a quelques années, on a proposé à une étudiante de fin de parcours au bac en psychologie de faire une relevé de la littérature des défis des étudiants. Donc, Liane Boulet, que j'ai co-supervisée, ce qu'elle avait ressorti de la littérature, bien, les difficultés liées aux études, les finances, conciliation, la gestion du temps, l'isolement, le travail de recherche, puis la relation avec la direction de recherche. Sur le plan psychologique, ce qui ressort le plus, c'est ce qu'on observe aussi sur le terrain, c'est le stress, l'anxiété, l'épuisement et les symptômes dépressifs. On a proposé ensuite à Liane, pour son essai doctoral, de créer une échelle. Moi, ce que je voyais que j'avais besoin dans mon travail, c'est de pouvoir rapidement, à la première rencontre, je ne sais pas comment c'est dans les autres universités, mais nous, à l'UQAM, des rencontres avec les étudiants, c'est quand même limité. On a un gros bassin d'étudiants, donc on a quelques rencontres. Donc, de pouvoir aller plus rapidement avec les étudiants pour identifier. Donc, Liane a entrepris de créer une échelle d'évaluation des difficultés au cycle supérieur, qu'on appelle les DEX, et elle vient tout juste le terminer. Donc, on a créé des énoncés à partir de la littérature, à partir des observations qu'on voyait sur le terrain. Elle a validé auprès de différents experts aussi, qui soit des professeurs, soit des intervenants dans le milieu. Elle a fait une pré-expérimentation et l'a validé au niveau statistique avec 500 étudiants. Donc, avec une analyse factorielle, elle a identifié, on est arrivé à 40 énoncés au total et avec l'analyse factorielle, on est arrivé à 4 sous-facteurs ou sous-échelles qu'on appelle. Donc, exécution des tâches scolaires, les finances, soutien social et sens de la démarche et la conciliation, finalement. Donc, l'outil, l'EDEX, ressemble à ceci. On le fait, ça c'est mon format PDF. Donc, c'est un document qu'on peut envoyer à l'étudiant avant une première rencontre et il peut cocher de 1 à 4, là, une échelle de Likert, par exemple, manquer de financement. Est-ce que c'est dans quelle mesure cet énoncé-là est problématique pour vous en ce moment? Donc, de 1 à 4, avoir la difficulté à trouver un équilibre, mal évaluer le temps, vous sentir seul. Donc, on a aussi créé une grille de cotation. Je vais vous... dans lequel je vais partager sur mon autre écran. Donc, ça vient avec une grille de cotation. On peut rentrer les réponses des étudiants et ça nous donne tout de suite un coup d'œil des difficultés ou des énoncés qui sont plus pertinents pour eux et ça nous calcule directement aussi les sous-échelles. Si je vous montre un exemple, depuis que je l'ai implanté au service à la vie étudiante, j'ai 19 étudiants qui ont rempli l'échelle. Et juste là, sur le point de vue qualitatif, c'est intéressant de voir. Fait que sur les 19 étudiants qui ont participé, puis on se souvient, c'est des étudiants qui viennent demander de l'aide. Ça ne représente pas nécessairement la population globale. Donc, les énoncés qui sont plus souvent dans le tout à fait problématique en ce moment, c'est ressentir du stress et de l'anxiété et vous sentir coupable de faire autre chose que de travailler sur votre projet de recherche ou vos autres travaux scolaires. Donc, ça nous dit, si je regarde ce que ça nous a donné au niveau des différentes échelles, bien, ce qui est là plus, c'est les finances. Hein. On sait que c'est très problématique. Les étudiants qui sont en prolongation souvent se retrouvent sans financement. Et quand on est en conciliation famille-travail et que les études s'étirent, parce qu'on dit souvent un doctorat, ça devrait être 3 ou 4 ans, mais dans la réalité, c'est souvent 6 ans et demi, 7 ans. Donc, les finances viennent à manquer. Sinon, c'est au niveau du bien-être et de la conciliation là, que ça semble plus problématique. Donc, je reviens à ma présentation.
Moi, j'ai choisi de le faire en format. Si vous utilisez Forms dans Office 365, bien, ça donne un design différent, là, on peut s'amuser. Donc, moi, c'est un lien que j'envoie aux étudiants avant la première rencontre. Donc, ils peuvent répondre là, et ça se répond en quelques minutes, en fait, là, 4 ou 5 minutes. Donc, je peux vous montrer aussi qu'est-ce que ça peut nous donner en termes de première rencontre là, rapidement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on le fait, par exemple, avec Forms, pour ceux qui l'avaient utilisé, on peut voir les réponses individuelles. Donc, la première, c'est moi qui ai rempli. Donc, rapidement, je peux voir l'étudiant indiquer de vous sentir seul. Donc, moi, ça m'aide comme intervenant à identifier, bien, dans cette première rencontre-là, où est-ce que je vais cibler mes interventions. Et sinon, si on utilise le format Forms aussi, bien, on le voit rapidement. Là, dans ce cas ici, j'ai juste 4 étudiants passés depuis le 1er mai. Donc, rapidement, on voit qu'est-ce qui est plus problématique. Et encore là, on voit stress et anxiété est souvent là, dans les premiers présentés. Donc, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Ça nous permet aussi d'identifier parfois aussi certains étudiants. On parlait d'étudiants à risque dans la dernière présentation, mais dans l'essai doctoral de Liane avec les 500, avec les 500 étudiants, qui n'étaient pas des étudiants nécessairement qui venaient qui s'étaient présentés au service à la vie étudiante, c'était les étudiants at large. Elle a fait des corrélations et on voyait que ceux qui cotent le plus haut sur l'échelle, ce sont les femmes, les étudiants qui travaillent, et ceux en situation de handicap. Moi, je suis spécialisée aussi en troubles du déficit de l'attention, donc être au cycle supérieur avec un trouble du déficit de l'attention, ça demande énormément d'énergie parce que l'organisation est plus problématique. On a besoin au niveau de la rédaction, au niveau de la gestion de toute l'information, au niveau de la gestion de l'organisation de son texte, ça demande énormément. Donc, ces étudiants-là, souvent, on va avoir besoin un peu plus de soutien. On voit que ça leur prend aussi un peu plus de temps à terminer leurs études de cycle supérieur. Donc, nous, ce qu'on est en train de réfléchir, on parlait tout à l'heure d'engagement, une des façons, puis Diane le soulignait tout à l'heure, de penser pas juste en intervention individuelle, de penser à faire des interventions de groupe, ce qu'on fait de plus en plus, d'essayer de créer une communauté. Donc, pour les cycles supérieurs, dans les prochains jours, on va lancer une communauté. On a essayé plein de plateformes et finalement, on est revenu à un groupe Facebook parce qu'on s'est rendu compte que les étudiants, c'était la meilleure façon de les rejoindre. Donc, une communauté dans laquelle on souhaite que les étudiants s'impliquent pour pouvoir, par exemple, trouver des gens avec qui rédiger, trouver du support, poser des questions et que nous, ça nous permet de pouvoir les référer. Donc, c'est tout l'enjeu dans une grande université comme l'UQAM d'accéder aux étudiants puis de pouvoir les référer là, au bon service si on peut. Ça donne aussi un point de réflexion sur le plan de développement individuel. En ce moment, dans le réseau de l'UQ, il y a cette réflexion-là. L'Université McGill, par exemple, a un plan de développement individuel. Donc, comment on pourrait accompagner? Parce qu'à différents moments dans le parcours des cycles supérieurs, il y a des périodes plus creuses. Comment, par exemple, avec l'outil, on pourrait trouver des éléments sur lesquels se baser pour créer un plan de développement individuel pour pouvoir suivre nos étudiants de cycle supérieur. Donc, voilà, je vous remercie et je repasse la parole. Merci. Merci beaucoup, France, pour la présentation sur le premier cycle, mais plus précisément sur les cycles supérieurs. C'était très intéressant. Il y a déjà des gens qui ont demandé si des outils pouvaient être rendus accessibles. Donc, dans le clavardage, ça a été indiqué là, que c'est par courriel qu'ils peuvent te demander les différents outils que tu as présentés. Alors, merci France encore une fois et je passe la parole à notre dernière panéliste, Isabelle Scacni, pour sa présentation sur le doctorat. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, Catherine, j'aimerais vérifier avec toi s'il y a des soucis techniques parce que moi, ça bug un peu depuis tout à l'heure. Donc, non, moi ça va.
OK. Ben, en tout cas, je te dis d'avance, ça coupait assez souvent, donc j'ai l'impression que c'est ma connexion. OK. Donc, voilà. On est avisé. On pourra Alors, réagir. bonjour tout le monde. OK. C'est bon. Alors, ben, d'abord, merci au CAPRES pour l'invitation. Merci à mes collègues pour leur présentation. Je dois dire, je ne sais pas si c'était clair dans la présentation, mais je suis présentement en Suisse. Je suis en fin de journée. Des petits problèmes techniques, des petits problèmes d'éclairage. Donc, j'y vais quand même. Alors, voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est, je me concentre vraiment sur la population des doctorants et doctorantes, donc les étudiants du 3e cycle. Et voilà, hein, on va partager l'écran d'abord. OK. Voilà. C'est bon? OK. OK, donc ce que je vous propose, c'est d'abord d'examiner les principaux défis qui caractérisent la formation doctorale. Vous allez voir, ça va se recouper un petit peu avec ce que ma collègue vient de présenter, mais il y a vraiment des spécificités sur lesquelles je vais insister. Ensuite, je présenterai l'impact concret de la pandémie sur la vie des doctorants et des doctorantes, et je terminerai avec quelques pistes d'intervention. Alors, peut-être préciser que dans mon cas, j'adopte vraiment un angle international. C'est-à-dire que je vous présente, en fait, ce que je vous présente s'appuie sur des recherches menées dans différents pays à travers le monde, et je suis allée, et en Amérique du Nord, et je suis allée chercher plusieurs méta-analyses qui offrent un portrait international de la question de la santé mentale chez les doctorants et les doctorantes. Et puis, je suis allée aussi chercher un certain nombre de recherches qualitatives qui focalisent un peu plus sur le vécu subjectif des doctorants et des doctorantes. Donc, la question de la santé mentale au doctorat, donc c'est pas une question nouvelle. D'ailleurs, on en parlait beaucoup avant la pandémie. Et puis, c'est drôle parce que justement, la semaine passée, j'ai participé à un colloque en tant qu'auditrice, un colloque international qui était exclusivement destiné, en tout cas qui était exclusivement concentré sur les questions de santé mentale au doctorat. Donc, voilà, c'est un colloque qui avait eu lieu pour la 2e fois. Donc, ce sont vraiment des questions, disons que c'est un hot topic dans mon champ de recherche. Et donc, cette question-là de la santé mentale au doctorat, elle a commencé à se poser plus particulièrement il y a une dizaine d'années, alors que le contexte et les conditions dans lesquelles la formation doctorale se déroule. Donc, ce contexte-là commençait à se complexifier. En gros, il y a de plus en plus de gens qui font des doctorats. Ces personnes-là ont des profils extrêmement variés. Et là, ma collègue en parlait, on ne parle pas de jeunes étudiants, on parle de gens qui sont dans la trentaine ou plus, qui ont des enfants, qui souvent ont une expérience de travail de plusieurs années et qui reviennent à l'université faire un doctorat. Donc, ces personnes-là arrivent avec des besoins et des attentes qui sont extrêmement variés. Et tout ça se passe à un moment où l'embauche des professeurs connaît un déclin inédit. Donc, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec les études doctorales, quand une personne fait un doctorat, il y a nécessairement au moins un prof qui va l'encadrer. Donc, tout ça a un impact sur le système universitaire et sur la formation doctorale, dans la mesure où on se retrouve avec un nombre limité de profs qui doivent encadrer un nombre toujours plus grand de doctorants et de doctorantes. Donc, au final, les doctorants se retrouvent souvent un peu laissés à eux-mêmes dans un processus qui, en soi, est plutôt exigeant d'un point de vue psychologique. Et par exemple, ce qu'on sait depuis plusieurs décennies, et ça ne bouge pas, dans tous les pays de l'OCDE, le taux moyen d'abandon, c'est à peu près 50%, et ça, c'est toutes disciplines confondues. Donc, il y a des recherches qui ont été menées sur la santé mentale des doctorants et doctorantes. Ces recherches-là montrent que la prévalence des problèmes de santé mentale dans cette population-là est plus élevée que dans la population en général. Donc là, je vous rappelle, moi, je suis dans un angle vraiment international. Donc, dans la population générale à travers le monde,
La prévalence de problèmes de santé mentale, c'est 5 à 7 %. Et là, chez les doctorants et les doctorantes, encore une fois, à travers le monde, on parle de 24 % pour ce qui est de la dépression, 17 % pour ce qui est de l'anxiété. J'attire votre attention sur les échantillons, donc c'est quand même donc là, on est vraiment dans la méta-analyse. Et puis, bien sûr, il y a une surreprésentation des femmes et des minorités dans ces statistiques-là. Et point important à préciser, les doctorants et les doctorantes, c'est une population qui n'a pas tendance à aller chercher nécessairement du soutien ou de l'aide. Alors, voici les principaux défis auxquels font face les doctorants et les doctorantes, donc au moment où ils entrent au doctorat, mais aussi tout au long de leur parcours. Donc, ça concerne 4 sphères en particulier. Là, ça recoupe un peu ce que ma collègue a présenté, mais d'abord, il y a des défis liés à la communauté universitaire. Donc, faire un doctorat, c'est généralement une expérience assez solitaire. Il peut y avoir des problèmes avec les pairs, mais il peut surtout y avoir des problèmes dans la relation d'encadrement. Bon, ça, c'est documenté. La qualité de la relation d'encadrement a une incidence très importante sur la qualité de l'expérience doctorale en général et même sur la probabilité de diplomation. Il y a aussi des défis liés au processus doctoral en tant que tel, donc la réalisation de la thèse en tant que telle. Beaucoup de pression de performance et de productivité, ma collègue en a parlé. Mais ce qui est vraiment spécifique au doctorat, c'est que tout ce que produit un doctorant ou une doctorante est constamment évalué. Donc, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, les doctorants sont continuellement évalués. Il y a aussi des défis liés au fait d'être en train de devenir un doctorant ou une doctorante. Donc, entrer dans la formation doctorale, entrer au doctorat, c'est comme entrer dans une nouvelle culture. Donc, il faut apprendre à décoder les règles et les normes qui sont souvent implicites. Et c'est un processus de socialisation qui peut être assez déroutant pour certaines personnes. Finalement, il y a certains défis qui renvoient au fait que c'est extrêmement difficile de séparer vie personnelle et vie doctorale. Donc, la vie personnelle se répercute souvent sur la vie doctorale et vice-versa. Alors, donc, ce que je viens de vous présenter, ce sont les défis que rencontrent les doctorants et les doctorantes en temps normal. Donc, en fait, la pandémie a eu pour effet d'exacerber ces défis-là d'une part, et d'autre part, il y a aussi eu des effets très concrets sur la capacité à réaliser la thèse et sur les conditions de travail des doctorants. Donc, ces personnes se sont retrouvées encore plus isolées, avec des contacts beaucoup plus restreints avec leur directeur ou directrice de thèse, alors que ces contacts-là sont essentiels pour faire avancer le travail de thèse. Il y a eu des impacts directs sur la capacité à mener la recherche doctorale. Donc, entre autres, dans différents pays, différentes universités, les labos ont été fermés. Donc, les doctorants qui ont besoin d'aller faire des manipulations dans les labos n'ont pas pu faire ces manipulations. Dans le cas de d'autres domaines, par exemple, en sciences humaines et sociales, il y a des gens qui travaillent avec des populations vulnérables qui vont sur les terrains rencontrer ces personnes dans le cadre de leur thèse. Bien sûr, en contexte de pandémie, ce genre d'interaction n'était pas possible. Donc, ça ralentit beaucoup le travail de thèse. Et bon, pour ceux qui sont assistants ou assistantes de recherche, mais surtout d'enseignement, ces personnes ont été sursollicitées, surtout au moment où on est passé de l'enseignement en présentiel à l'enseignement en ligne. Et ce qui ressort de certaines recherches qualitatives, c'est que ces personnes-là ont été sursollicitées, mais il n'y a pas eu de reconnaissance institutionnelle, que ce soit en termes de compensation ou même, selon le dire de certains, ni même de remerciement. Dans d'autres cas, il y a des contrats de travail qui ont été annulés, des contrats de travail qui ont été terminés prématurément, avec les impacts financiers que ça implique. Et encore une fois, les femmes, les minorités, mais cette fois-ci aussi les personnes en sciences humaines et sociales et les doctorants et doctorantes internationaux. Donc, logiquement, des personnes qui se sont retrouvées dans un pays qui n'était pas leur, un peu coincé. Donc, ces personnes-là ont été particulièrement touchées par la pandémie.
Alors, comme d'autres populations, la pandémie a eu un impact majeur sur la santé mentale des doctorants et doctorantes. Il y a eu une explosion de la demande de soutien psychologique dans les centres d'aide des universités. Donc, ça a touché la motivation. Il y a eu des questions, il y a eu une remise en question, si on veut, de la pertinence ou du sens du projet doctoral. Par exemple, dans certaines recherches, il y a des participants qui mentionnaient qu'il y a un moment où leur sujet de thèse est devenu complètement futile dans une situation de pandémie, où il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui perdent leurs emplois, etc. Donc, il y avait carrément une remise en question de la poursuite du doctorat. Et ma collègue en a parlé aussi, beaucoup d'inquiétudes qu'entre déjà les doctorants et les doctorantes s'inquiètent de leur avenir professionnel pour des raisons très, très concrètes. Et là, ces inquiétudes-là se sont amplifiées, notamment parce que dans plusieurs pays, là j'avoue qu'au Québec, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans beaucoup de pays, on a carrément arrêté l'embauche de profs, de postdocs ou de ce qu'on appelle ici en Europe francophone de corps intermédiaires, donc tous les postes de recherche. Donc, on a arrêté l'embauche. Et ça, c'est sans compter le marché du travail hors université qui est dans un très piteux état. Donc, les doctorants qui étaient peut-être plus en fin de parcours se sont retrouvés vraiment devant très peu d'options. Alors, considérant cette situation, je vous propose maintenant quelques pistes d'intervention. Alors, juste d'abord, dans la littérature, il y a certains facteurs de protection qui sont reconnus lorsqu'il est question de santé mentale des doctorants et doctorantes. Donc, ces facteurs-là peuvent aussi être présentés ou vus comme des recommandations. Donc, chercher un soutien auprès des pairs, parler ouvertement de ses préoccupations ou de ses difficultés à son encadrant en directeur de thèse. Prendre soin de soi, chercher de l'aide psychologique, s'assurer d'avoir un réseau social hors université. Donc ça, c'est super. Moi, ici, je veux ouvrir une parenthèse. J'en avais parlé d'avance à mes collègues. Donc effectivement, c'est important de prendre soin de soi, de chercher de l'aide, etc. Là où moi, j'ai certaines réserves par rapport à ces facteurs de protection, ou en tout cas à ces recommandations, c'est que ça laisse dans l'ombre tout un ensemble de facteurs structurels qui, à mon avis, ont une incidence très importante sur la santé mentale des doctorants et des doctorantes. Alors, je parlais tout à l'heure de la culture de recherche qui est difficile un peu à saisir quand on entre au doctorat. Donc, entre autres, dans cette culture-là, il y a ce que moi j'appelle une certaine valorisation du surmenage, où il est de bon ton d'être toujours un peu débordé, travailler soir, fin de semaine, répondre aux courriels à 3 heures du matin. Donc, c'est un aspect de la culture scientifique ou de la culture de recherche qui a des incidences sur la santé mentale des gens. Il y a aussi certaines croyances autour du doctorat qui, à mon avis, devraient être déconstruites. Entre autres, cette croyance selon laquelle quelqu'un qui est vraiment fait pour un doctorat, donc quelqu'un qui est à sa place, n'a pas vraiment besoin d'accompagnement ou de soutien. Donc, une personne qui est brillante, qui peut faire un doctorat, va se débrouiller et va finir par se rendre à la fin. Et ça, c'est des choses qui sont implicites, mais c'est des choses qu'on entend aussi ouvertement. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, pour moi, quand on parle de santé mentale dans la population des doctorants et doctorantes, il y a bien sûr cette responsabilité individuelle d'aller chercher de l'aide, de prendre soin de soi, etc. Mais il y a aussi une responsabilité institutionnelle, et cette responsabilité-là commence par une reconnaissance institutionnelle des enjeux de santé mentale au doctorat. Et ça, de mon point de vue, ça doit se traduire par des politiques et des initiatives de prévention, mais aussi de promotion de la santé mentale dans la population doctorante. Et voilà, parmi ce qui existe déjà dans différentes universités dans le monde, d'ailleurs, dans le colloque auquel j'ai assisté la semaine passée, il y avait un focus assez important sur ces politiques et ces initiatives-là. Donc, entre autres, il y a des programmes d'accueil au doctorat avec un suivi pour s'assurer que les nouveaux venus s'adaptent bien. Il y a des programmes de mentorat par les pairs où, par exemple, on va jumeler un doctorant qui est très avancé dans son parcours avec quelqu'un qui vient de commencer. Il y a des activités sociales pour créer une certaine cohésion dans une cohorte en particulier.
Alors, je parlais aussi du fait que les doctorants et les doctorantes ont tendance à ne pas aller chercher de l'aide. Donc, il y a cette idée qu'il ne faut pas seulement offrir des politiques d'aide ou des services, mais il faut les promouvoir de manière régulière et puis il faut les rendre visibles. Et puis, un aspect dont on parle moins souvent, il y a le rôle important que peuvent jouer les directeurs et les directrices de thèse en ces questions de santé mentale au doctorat. Donc, sensibiliser ou former les professeurs concernant ces enjeux-là. Là, bien sûr, l'idée, ce n'est pas de demander aux profs de se substituer à des psychologues, c'est simplement de leur donner des outils pour cibler les personnes ou reconnaître les personnes qui sont dans des situations de détresse ou qui sont en difficulté et leur permettre de diriger ces personnes-là vers les bonnes ressources, les bonnes personnes. Et si on pense à un soutien institutionnel post-COVID, parce que j'espère qu'on y arrivera, là. Donc, parmi ce que j'ai trouvé qui était intéressant, il y avait impliquer les doctorants dans les prises de décision qui les concernent. Offrir un soutien ciblé aux doctorants, doctorantes qui ont des responsabilités familiales. À mon université, ce qu'on a fait, on a débloqué un fonds pour les doctorantes. Et il y a d'autres statuts ici de chercheurs et chercheuses plus juniors qui ont subi, en fait, qui ont dû ralentir leurs activités parce qu'ils avaient des responsabilités familiales, leurs activités de recherche. Et donc, on a sorti un fonds spécifique pour ces personnes-là. Et puis, comme mes collègues en ont parlé aussi, comme les enjeux au doctorat, un des enjeux fondamentaux, c'est vraiment le fait que les gens se retrouvent souvent isolés. Donc, c'est l'idée d'aller, de privilégier vraiment des formes de soutien qui sont collectives plutôt qu'individuelles. Et puis là, pour information, j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être quelques doctorants et doctorantes dans la salle, alors, ou même des profs qui ont des doctorants et des doctorantes. Donc, dans le réseau dans lequel je suis, on a créé ce réseau social qui est à la jonction, je dirais, entre ResearchGate et Facebook. Donc, à ce jour, on a à peu près 1000 personnes qui sont inscrites. Vous irez voir. Donc, c'est vraiment un réseau social pour chercheurs en début de parcours, je dirais. Et puis, c'est vraiment, il y a des gens de partout. Bon, pour l'instant, il y a surtout des Européens, mais ce serait bien qu'il y ait quelques Nord-Américains qui participent. Et c'est peu connu, mais en fait, il y a vraiment, surtout en Europe, il y a des réseaux de professionnels dont le travail est d'accompagner les doctorants, les doctorantes et les postdocs d'un point de vue développement de carrière, d'un point de vue santé mentale, mais d'un point de vue général. Donc, ici, ce sont des ressources vraiment spécifiques pour ce qu'on appelle dans mon champ les chercheurs en début de carrière. Et je pense que c'est tout. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette présentation. Je suis bien heureuse que tout ait bien fonctionné pour qu'on puisse t'entendre et te voir correctement, malgré les problèmes de connexion Internet. Alors, je remercie les 4 panélistes pour vos interventions qui étaient très, très complémentaires. Je vais d'abord poser une question qui s'adresse à toutes les 4. Je vous invite à y répondre de manière complémentaire. Et ça fait du pouce aux dernières interventions d'Isabelle sur un volet un peu plus institutionnel ou systémique. Quels sont les facteurs associés aux établissements ainsi qu'à la culture collégiale et universitaire, donc d'enseignement supérieur, qui favorisent ou nuisent à la santé mentale des étudiants et étudiantes? Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Je vous laisse vraiment la parole librement là, pour cette première question. Qui veut briser la glace? Puisque j'en ai un petit peu parlé, je peux tout à fait ajouter quelque chose. En tout cas, dans le cas du doctorat, il y a une tendance à laisser les choses un peu, même les exigences, les attentes sont assez implicites. Et ça, c'est en train de s'améliorer. Par contre, c'est quelque chose qui joue beaucoup sur la santé mentale des gens. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se demander, en tant que doctorant ou doctorante, est-ce que c'est bien... Bon, moi, dans mes travaux, je rencontre des doctorants et des doctorantes, on parle de leur expérience, et souvent, les gens, ce qu'ils me disaient, c'est, surtout au Québec,
je sais pas, moi, on m'a dit que pour le premier document que je dois déposer, on m'avait dit que c'était 50 pages. J'ai une collègue qui a déposé 100 pages, puis mon autre collègue a déposé 30 pages. C'était OK dans les 3 cas. Mais moi, avoir su, j'aurais pas tant travaillé ou j'aurais fait quelque chose de plus court. Donc, c'est souvent, donc les exigences sont souvent implicites. Et puis, aussi, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est censé développer au terme d'un doctorat. Est-ce qu'on est censé devenir un chercheur indépendant? Qu'est-ce que ça donne un doctorat? Ça aussi, la communauté universitaire, bon, moi j'ai des collègues, on se penche sur ces questions, mais c'est pas clair et c'est surtout, ça fait pas consensus. Donc, comment on aborde l'encadrement d'une thèse quand, pour nous, ce qu'il faut, c'est que la personne termine son doctorat sur une espèce de preuve qui est capable de faire une recherche, et puis, alors que pour l'autre prof, ben, c'est plutôt une démonstration très significative d'un avancement des connaissances. Donc, bref, là, je suis vraiment dans le très spécifique doctorat, mais ça serait ma réponse. Merci Isabelle. Est-ce qu'une autre personne veut, je pense, France? J'irais dans le même sens qu'Isabelle, qu'au début, puis là, ça aussi, ça se discute dans le réseau de l'UQ, l'idée du contrat quelque part, mais une entente qui pourrait se faire en tout début de parcours, qu'on s'assoit avec notre directeur, avec nos co-directeurs, et on nomme les attentes, qu'est-ce qui est attendu, et c'est quoi la culture des fois du labo, est-ce que le directeur veut voir une version finale, est-ce qu'il veut voir préliminaire, et ça, que ça soit nommé au début, j'ai vu des choses se dégrader au point où ça affectait tout le monde dans le fond, fait que pouvoir faire un début, d'avoir des moments bilan chaque année pour dire « Hey, ça va comment? » Autant du côté de l'étudiant que du côté du directeur, il part des périodes de vie qui sont difficiles, fait de remettre, même si on a des attentes au début, après 1 an, comment ça va, après 2 ans. J'ai vu des universités où il y avait un système de couleurs. Moi, j'ai fait mon doc à l'Université d'Ottawa, puis on avait une couleur. Comment ça va dans notre cheminement, cette espèce de suivi-là, qui peut se faire avec la direction, mais qui peut être aussi plus large. Et il y a toute l'idée de, bon, si ça ne se passe pas bien dans une relation étudiant avec directeur, c'est quoi le cheminement si ça ne se passe pas bien? Moi, des fois, ça se retrouve dans mon bureau. Là, on incite l'étudiant à aller voir le directeur du département, mais parfois, le directeur du département est aussi le directeur de l'étudiant. Et c'est quoi les étapes? Comment on fait la résolution de conflits? Que ça soit clair pour l'étudiant, pour pas que la situation se dégrade. Fait que dans ce sens-là aussi, puis j'appuie ce qu'Isabelle disait, qu'il y ait une conscience dans l'établissement. Tu sais, nous, les psychologues, on se bat pour ça depuis longtemps, là, que la santé mentale, ça soit déstigmatisé. Mais tu sais, si on fouille un peu, on voit que chez les professeurs aussi, il y a des problèmes difficiles de dépression, donc d'anxiété aussi. Donc, que ça soit mieux nommé. Donc, encore là, on est dans la promotion du bien-être, mais de façon plus large. Tu sais, puis on voit que ça commence, mais c'est pas simple parce que c'est un domaine de compétition, parce qu'on compétitionne pour avoir des bourses, pour avoir du financement. Donc, c'est un milieu parfois qui peut être un peu dur. Merci, France. Est-ce que Diane, Alicia, vous voulez ajouter un mot par rapport plus au collégial ou autre, là? Vous avez le droit. Diane, tu veux-tu commencer? Vas-y, Alicia. Oui. Je trouve ça très bien ce qu'il dit jusqu'à présent. Ce que je comprends bien, la question, c'est qu'est-ce que les cégeps peuvent faire pour mettre en place ou pour soutenir justement la santé mentale là, des étudiants. Moi, ce que j'ai vu dans les divers collèges où est-ce qu'on a développé l'école des grands, où est-ce qu'on a implanté ça, c'est qu'il y avait un souci au niveau des institutions, des conseillers pédagogiques de faire de la prévention pour la santé mentale, donc de mettre des activités, des initiatives innovatrices, mais qui soutenaient plusieurs facteurs de protection qui ont été réfléchis, en fait. Fait que ça avait été vraiment, je pense, bien apprécié chez les étudiants au terme de la prévention de la santé mentale. Merci. Diane? Ben, c'est vraiment juste pour mettre un mot final parce que mes collègues ont vraiment bien exprimé les idées centrales, les idées importantes. Le mot communauté est important. Moi, j'ai parlé de multiniveau, mais le mot communauté est important d'intervenir autant en promotion, en prévention qu'en prévention ciblée.
qu'en intervention individuelle, mais aussi que les différents niveaux se parlent. Ce que les études montrent, c'est qu'il y a très peu de coordination entre les interventions qui sont de niveau préventives et des interventions qui sont plus curatives. Il y a très peu de coordination, donc de mettre de l'énergie sur cette coordination de services, à mon avis, serait gagnant. Merci. Merci pour cette première réponse complémentaire à la question. Je vous pose maintenant une question qui est vraiment ancrée dans la réalité du moment. Quels sont ou seront les défis particuliers à la transition à l'automne 2021 lors du retour potentiel des étudiants et étudiantes dans les établissements d'enseignement collégiaux et universitaires? Oui, Alisha? Moi, je le vois, là, Flore. Et mon humble avis, là, comme vraiment très personnel, c'est pas de tirer la recherche, là, mais c'est ce que je vois au collégial. Il va falloir reconstruire nos étudiants là, d'un point de vue personnel, social, d'un point de vue académique aussi. Là. Ils l'ont eu rough. D'où le fait de mobiliser les interventions, les ressources, mais de façon très réfléchie. Comme Diane disait, pas juste faire des activités pour faire des activités, là, mais que ce soit des initiatives éprouvées ou qu'on va mesurer l'impact, parce qu'on ne peut pas se permettre le statu quo, là, essentiellement, puis on ne peut pas se permettre non plus de manquer notre shot. Là. Merci. Est-ce qu'une autre personne veut rebondir? Oui, France? L'effet pandémie va avoir éclaté un peu beaucoup de choses dans nos façons de faire, dans les classes. Et nous, il y a eu un petit sondage maison qui disait que 80% des étudiants aimeraient ça continuer à faire de la télépratique, par exemple, pour nos rencontres, nous, les intervenants. Donc là, on est en train de se positionner comment ça va se faire. Et on le voit quand on parle aux étudiants, pour certains, ça a été une bénédiction aussi, la pandémie. Je fais ça chez nous, je fais ça à mon rythme. J'ai parlé à des étudiants qui vivent avec un TDAH, puis ils disaient, ben moi, faire mes activités, puis écouter ce que le prof dit en même temps que sautant sur mon ballon, faisant des choses dans mon salon, c'était parfait. Pour d'autres, ça a été beaucoup plus difficile parce que le cadre était tombé. Donc, tout le monde va avoir à se réajuster là-dedans un petit peu, de retrouver ses points de repère, de se retrouver une routine. Déjà, quand la session commence, de prendre une routine, et là, il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont avoir changé. Mais pour le mieux, probablement, on va diversifier nos pratiques et on va répondre mieux. Plus on a des façons de répondre à nos étudiants. Tu sais, on parle beaucoup du concept de design universel, donc d'avoir des approches différentes au niveau pédagogique, mais ça peut être des approches différentes au niveau des interventions aussi. Donc, plus on va diversifier, mieux on va répondre aux besoins. Fait qu'il y a un aspect positif à cette pandémie-là, puis à notre retour. Ça va demander de l'ajustement, c'est certain, mais il va y avoir quelque chose de positif qui va en sortir. Merci, France. Diane, Isabelle? Oui, Diane? Peut-être 2 points. Le premier, c'est que, d'une part, je crois que la très grande majorité des étudiants, des enseignants, la très grande majorité d'entre nous allons bien s'en sortir suite à la pandémie. Donc, je pense qu'on est résilient dans l'ensemble comme population, comme être humain, et je pense que la majorité, on va bien s'en sortir. Je pense que le défi va être d'identifier les plus vulnérables, ceux qui vont avoir de la difficulté à s'en sortir, ceux dont l'état va s'être détérioré. Je pense aux résultats de mon collègue Simon Larose qui a présenté dans notre symposium de l'ACFAS. C'est peut-être un des seuls au Québec qui a vraiment des données où il peut comparer pré-pandémie et pendant la pandémie. Et il a identifié seulement un 10% d'étudiants dont l'adaptation scolaire. Je ne parle pas de la santé mentale, il faut mettre des bémols là-dessus, mais l'adaptation scolaire s'était détériorée. Et comme dit France, il y a un 5%, et tu as raison, pour qui elle s'était améliorée, à savoir que, par exemple, les jeunes qui ont des caractéristiques TED, par exemple, sont bien contents d'être à la maison, puis leur anxiété a même diminué. Alors ça, je pense que c'est un premier point, ça va être la question du dépistage puis de l'intervention auprès des plus vulnérables. Le deuxième point, moi, qui m'inquiète un peu, c'est que, comme vous le dites, on a pris goût
au fait de ne pas avoir à sortir dehors en hiver pour aller prendre le métro. On a pris goût au confort de la maison, à toutes ces choses-là. Il y a beaucoup d'étudiants, effectivement, chez nous aussi, beaucoup d'étudiants disent « Je souhaite que le mode virtuel se continue. » Nos universités aussi ont l'air de souhaiter ça. Si on regarde les données de Twenge que j'ai présentées tantôt, ça m'inquiète beaucoup. Parce que si on diminue nos contacts de personne à personne, si on ne se donne pas le trouble de s'habiller, de sortir, de prendre le métro pour aller voir nos collègues, je pense que notre qualité de vie va en être affectée parce que je pense que le contact réel et interpersonnel est essentiel. Et si on loupe cette dimension-là, bon, on peut faire des compromis, faire des adaptations, mais moi, j'ai une inquiétude par rapport à l'utilisation très élargie de la scolarisation en mode virtuel. Voilà. Mais ce sera à prouver. Parce que dans une étude, on a quand même trouvé qu'en mode virtuel, ça semble bien fonctionner quand même. Voilà. Merci. Isabelle? Ton micro. Alors, j'ai beaucoup de soucis, je me déconnecte et je me reconnecte. Alors, moi, simplement, j'ajouterais que les universités vont devoir faire preuve de flexibilité et d'empathie. Ici en Europe, on est toujours, je pense, à peu près 3 semaines devant vous pour le développement un peu des variants et tout. Et donc, on est un peu sorti, peut-être un petit peu plus que vous, de la pandémie. Mais ce qui semble se dessiner, c'est une espèce de backlash psychologique où tout le monde est un peu à bout. Et les gens ne pourront pas être aussi... On ne peut pas demander à des gens, par exemple, à des doctorants d'être aussi productifs, de rattraper le retard. Donc, les profs aussi, hein? Il y a des enjeux aussi. Comment on va gérer le fait que les femmes, principalement, ont été impactées dans leur recherche. Donc, en termes de productivité et de compétitivité, elles se retrouvent en arrière. Déjà que c'est toujours le cas pour des raisons genrées. Donc, les universités doivent prendre ces aspects-là en considération et faire preuve d'empathie et de flexibilité. Je ne sais pas si ça fait du sens. Voilà. Merci Isabelle. Oui, France? On parlait de l'institution, qu'est-ce que l'institution peut faire, mais là, je regardais dans le chat, j'ai vu le commentaire de Mathieu c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives, on pense à Taisez-vous, mais des initiatives aussi à l'extérieur qui sont faites par les étudiants et pour les étudiants. Ça, c'est un incontournable. Il faut que dans nos interventions, nos étudiants soient toujours présents, il faut qu'ils soient consultés, il faut qu'ils participent à ça. Puis je pense qu'Isabelle, elle l'avait nommé. C'est excessivement important. Tu sais, nous, on vieillit, nos étudiants restent un petit peu le même âge, donc on a besoin toujours d'être alimentés par les étudiants, de voir la réalité à travers leurs yeux. Nous, on a nos théories parfois, puis nos perceptions, mais il faut toujours réajuster avec les étudiants, puis travailler avec eux autant que possible, c'est certain. Merci. Est-ce qu'une autre personne veut réagir? Parfait. Alors, je vois le temps qui a filé à une vitesse éclair. Il y aurait plusieurs autres questions que j'aurais pu vous poser, mais c'est le temps de terminer ce webinaire. Je suis quand même contente de ces 2 questions avec des réponses très complémentaires, très riches. Alors, je tiens au nom du CAPRES à remercier les panélistes Diane Marcotte, Alicia Wisenji, France Landry et Elisabeth Scapni pour leur présentation et réponse aux questions. Je remercie aussi tous les participantes qui ont assisté à l'événement. Vous recevrez sous peu un questionnaire d'évaluation du webinaire. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour le remplir. Ça nous aide à nous améliorer dans nos prochaines activités. Et je vous mentionne de nouveau que le webinaire a été enregistré. L'enregistrement sera rendu disponible, tout comme les documents de présentation, sur le site du CAPRES. Et en temps venu, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Alors, enfin, pour connaître les prochaines activités du CAPRES, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et à consulter notre site web ou à vous inscrire à notre infolettre. Alors, je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vous souhaite un bel après-midi et à la prochaine.